rappellerai la phrase de Madame Lagarde il y a encore quelques mois, là, à l'automne 2022. Elle nous a dit, ce que j'appelais la phrase de l'année, elle nous a dit l'inflation vient de nulle part. Pire, je pense plutôt d'ici 2 ans, après 18 mois, on va dire, quand les taux d'intérêt vont repartir à la baisse. Comme il va y avoir une récession, après les taux d'intérêt vont arrêter d'augmenter, puis ils vont repartir à la baisse, on va dire en fin 2024, voire 2025. Car moi j'ai souvent dit à Bruno Le Maire, il dit faites arrêter d'augmenter la dette publique, il faut arrêter. Alors bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Conversation avec des leaders. Nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui Monsieur Marc Toiti, célèbre économiste et auteur de plusieurs livres best-sellers, dont le dernier paru il y a quelques mois, Reset 2. Alors avant de commencer, Marc voudrait vous rappeler à tous et à toutes de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche afin d'être prévenus de tout nouveau contenu que nous produisons. Alors bonjour Marc, comment allez-vous ? Bonjour Auriel, bonjour à toutes et à tous. Écoutez, ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Donc voilà, pour essayer de parler un petit peu de ce qui va nous arriver, avec toujours de l'optimisme, bien sûr, mais du réalisme. Exactement. Alors, j'aimerais avant tout vous rappeler que tout ce qui se traduit durant cette interview ne doit pas être considéré comme du conseil en investissement et qu'évidemment, les performances passées n'indiquent en rien les performances futures. Et j'aimerais, Marc, s'il vous plaît, qu'on aborde plusieurs sujets. On va parler un peu de macroéconomie aux États-Unis, en Europe, évidemment plus particulièrement en France, mais aussi un peu d'immobilier. Et j'aimerais aussi, pour finir, qu'on aborde une potentielle bulle récente qui s'est créée autour de l'intelligence artificielle. Ça vous va comme modèle ? C'est parfait, c'est nickel, tout va bien. Alors, ok, on va démarrer justement avec un peu de macroéconomie. Alors, est-ce que, juste pour nos auditeurs, est-ce que vous pouvez nous faire un petit point sur la situation actuelle aux États-Unis, en Europe, en termes d'abord d'inflation, évidemment, qui est le sujet le plus important depuis quelques mois maintenant, et évidemment, la conséquence directe qui est la hausse des taux que l'on constate un peu partout dans le monde aujourd'hui. Alors, c'est vrai que c'est la bonne nouvelle des dernières semaines. L'inflation qui avait atteint des sommets historiques il y a encore quelques mois est en train de refluer, est en train de reculer. Alors, attention, c'est ce qu'on appelle une phase de désinflation. C'est-à-dire que c'est l'inflation qui baisse, mais ça ne veut pas dire que les prix baissent. Donc, c'est-à-dire que les prix continuent d'augmenter, mais moins vite, moins fortement. Et là, c'est vrai qu'on a une petite dichotomie entre les États-Unis et la zone euro. C'est-à-dire que les Américains qui ont réagi bien avant nous, alors ils ont également réagi en retard, parce que l'inflation est arrivée dès 2021. Mais malheureusement, à l'époque, les banques centrales voulaient continuer la planche à billets pour financer les dettes publiques, etc. Donc, elles n'ont pas voulu voir l'inflation. Mais tout de même, dès la fin 2021, début 2022, la Réserve fédérale américaine, tout de suite, a réagi finalement. Elle a donc arrêté la planche à billets, elle a remonté les taux d'intérêt. Alors que nous, dans la zone euro, on a continué le déni de réalité. On a continué de dire non, mais tout va bien, l'inflation ne va pas durer, etc. Et donc, nous, on a réagi beaucoup plus tard, il y a à peu près un an, à l'été, au début de l'été 2022. Et donc, évidemment, ce qui fait qu'on a ce décalage, fait que l'inflation américaine aujourd'hui, elle est tombée à 4%, alors que nous, on est sur un niveau de 6,1%. Alors, ça va nous aussi, ça va baisser. Quand je dis nous, c'est la zone euro. Donc, je veux dire que ça va évidemment baisser, mais on a tout de même aujourd'hui ce signal où on a l'inflation qui est en train de reculer. Mais attention, néanmoins, cette baisse de l'inflation n'est pas forcément une bonne nouvelle, dans la mesure où elle montre le retour également de la récession. C'est-à-dire qu'en fait, comment se terminent les phases de forte inflation, toujours de la même façon, quand les prix vont trop loin, quand les prix augmentent trop, à ce moment-là, ça casse l'activité économique, ça casse la consommation, ça casse la demande. Donc la demande repart à la baisse, et à ce moment-là, donc demande inférieure à l'offre, ça veut dire que les prix repartent à la baisse. Donc c'est ce qui est en train de se produire aujourd'hui. Cette désinflation n'est pas forcément une bonne nouvelle, surtout chez nous, dans la zone euro, où on vient d'avoir les indicateurs avancés, donc les directeurs d'achat qui viennent de sortir, où malheureusement, la récession qui est déjà revenue dès le 4e trimestre 2022 est en train de s'installer dans la zone euro, et elle fait également son retour en France, ce qui évidemment est une mauvaise nouvelle. Ouais, justement, j'avais vu justement que l'Allemagne, je crois, est déjà en récession technique, c'est-à-dire donc 2 trimestres d'affilée en croissance négative. Mais donc justement, vous parlez de la zone euro. Est-ce que, d'après vous, il y a une différence structurelle importante entre les États-Unis et l'Europe, dans le sens où, évidemment, la zone euro, elle est composée de différents pays dont chacun a véritablement une inflation totalement différente. Ça va de 3% pour certains pays, et dans d'autres, on a une inflation allant jusqu'à 25%. Oui, tout à fait. Alors, c'était surtout les pays baltes, donc, qui étaient très dépendants de la Russie, où les prix effectivement ont augmenté. Parce que c'est vrai qu'on a une deuxième phase d'inflation donc en 2022 avec la guerre en Ukraine, qui a fait flamber les cours des matières premières au niveau mondial. Et là maintenant, cette baisse, donc, elle s'est retournée finalement, mais elle reste quand même élevée. Alors, c'est vrai que là, vous avez touché du doigt
le problème clé de la zone euro, c'est qu'elle n'est pas terminée. C'est qu'effectivement, aux États-Unis, c'est une zone fédérale, une zone parfaitement intégrée, alors que nous, on n'a pas du tout de zone fédérale. Donc, effectivement, il y a des différences d'inflation, de croissance, de fiscalité, de dépenses publiques. Donc, il y a des différences énormes entre les différents pays de la zone euro, ce qui fait que c'est évidemment beaucoup plus compliqué de maintenir une politique, on va dire, crédible. Donc, c'est ce qui fait que malheureusement, la zone euro aujourd'hui est en danger. C'est pourquoi quand l'euro s'apprécie face au dollar, c'est évidemment un petit peu technique. C'est parce que le différentiel de taux d'intérêt se réduit. Les Américains aujourd'hui sont à 5,25% de taux d'intérêt monétaire. Ça veut dire que le taux monétaire, donc de rémunération du dollar, il est à 5,25, alors que le taux de la zone euro, on est à 4%. Donc il y a 1,25% d'écart. Donc c'est ce qui fait que, alors, il y a quelques mois, il y avait 2 points d'écart. Donc ce qui fait que cette réduction, on dit, bah tiens, l'euro, finalement, ça vaut le coup d'en acheter. C'est vrai, sauf que, attention, déjà, le dollar est toujours mieux rémunéré que l'euro, faut même pas l'oublier. Et puis surtout, maintenant, on a cette nouvelle dichotomie de croissance qui arrive entre les Américains qui finalement résistent bien. Il n'y a pas trop de récession aux États-Unis, alors que nous, malheureusement, dans la zone euro et en France, on retombe en récession. Donc là, l'euro, il peut remonter à 10 dollars pour un euro, et après repartir à la baisse vers les 1,05 dollars pour un euro d'ici le début on va dire de l'automne prochain, entre guillemets. Donc, il faut être extrêmement très prudent parce que justement, la zone euro est toujours en danger parce qu'elle n'est pas terminée. Sans parler des problèmes, on va dire, politiques, en géopolitique, voire au sein de la zone euro, entre d'un côté, bon, l'Italie qui veut aller d'un côté, l'Allemagne qui n'est plus forcément d'accord, la France également. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de tensions qu'on ne veut pas voir, mais qui de toute façon mettent la zone euro en danger. Ouais, donc on comprend qu'il y a clairement comment dire, une différence structurelle entre l'Europe et les États-Unis, mais je veux parler vraiment de l'inflation française, c'est ce qui nous intéresse. Mais avant ça, est-ce que vous pensez donc que l'inflation aux États-Unis, je veux dire la baisse d'inflation aux États-Unis, elle est réelle ou c'est-à-dire que donc en fait la Fed a bien fait son travail ou bien qu'elle est temporaire et que l'inflation peut revenir à tout moment là-bas aux États-Unis? La réserve fédérale a fait du bon boulot, il faut le dire. C'est bon, il y a eu un petit retard à l'allumage, et après, effectivement, elle a remonté très fortement les taux d'intérêt, ce qui a cassé effectivement la croissance, qui a fait baisser l'inflation. N'oublions pas également que cette baisse de l'inflation, elle est liée également au cours des matières premières qui ont bien baissé au niveau mondial. Or, depuis quelques semaines, là, quand on regarde les indicateurs donc, des matières premières, par exemple l'indice CRB des matières premières, ou même le blé, même le pétrole un petit peu, ça remonte un peu. Donc attention, l'inflation n'est pas complètement détruite. Il va rester effectivement des bribes d'inflation un petit peu partout. Et aux États-Unis, comme on a un marché du travail qui est toujours très dynamique, les salaires augmentent, donc le travail n'est pas terminé. Ce qui veut dire que malheureusement, la Réserve fédérale américaine va encore augmenter ses taux d'intérêt, je pense, 1 ou 2 fois de 25 points de base. Donc ça veut dire qu'on peut monter à 5,75% de taux d'intérêt monétaire, hein, donc ce qui est quand même très, très élevé. Et là, effectivement, ça va casser l'économie américaine. Mais, enfin, ça va casser la croissance et ça va permettre de faire baisser l'inflation. Mais c'est vrai qu'on reste quand même dans un contexte d'inflation relativement élevé. Et ce qui montre ça, c'est quand on regarde l'inflation hors énergie et produits alimentaires, qui est donc devant l'inflation globale. Et ça, c'est nouveau. Habituellement, c'est plutôt l'inverse. Quand on enlève l'énergie et l'alimentaire, l'inflation est plus faible. Là, aujourd'hui, c'est l'inverse. Donc, ça veut dire qu'il y a une inflation qu'on appelle intrinsèque, ça veut dire qui est généralisée à l'ensemble de l'économie américaine. Donc, attention. D'ailleurs, c'est pourquoi les marchés aujourd'hui, ils s'en inquiètent un peu parce qu'ils pensaient que l'inflation était définitivement détruite. En fait, non. Elle est toujours là, il y a toujours des risques inflationnistes. Mais à la rigueur, c'est vrai qu'aux États-Unis, elle peut encore remonter les taux d'intérêt. Mais il ne faut pas aller trop loin parce que si on va trop loin et que là, on gère une récession dramatique, là, ça sera évidemment très dangereux parce qu'on pourrait avoir même une phase de déflation, ça veut dire de baisse des prix durables. Et ça, c'est très, très dangereux pour l'économie. Par exemple, le Japon, si vous dans les années 80-90, qui allait très, très bien, une croissance forte, une inflation très forte. Après, il est tombé dans une phase de déflation qui a duré plus de 20 ans, hein, presque 30 ans. Donc, attention à ça, il ne faut pas tomber. Vous voyez, l'économie, des fois, il faut éviter les extrêmes. C'est comme partout derrière. Hein. C'est que si effectivement on va trop loin sur l'inflation et qu'après, derrière, on va en déflation, là, c'est extrêmement dangereux pour l'économie. Donc, comme on dit en anglais, hein, ça s'appelle un fine tuning, qui est un réglage fin pour éviter justement d'avoir une trop forte récession. Et je pense que pour l'instant, la Réserve fédérale américaine a fait du bon boulot, contrairement, malheureusement, il faut le dire, sans être méchant par rapport à la Banque centrale européenne, qui a réagi en retard. Je rappellerai la phrase de Madame Lagarde il y a encore quelques mois, là, à l'automne 2022. Elle nous a dit, ce que j'ai appelé la phrase de l'année, hein, elle nous a dit l'inflation vient de nulle part. Et c'est quand même assez incroyable. C'est-à-dire que l'objectif premier de la Banque centrale européenne, c'est une inflation à 2%, et sa présidente nous dit ça vient de nulle part. Donc, ouais, c'est comme si on prend un avion,
pilote nous dit bah, je pilote, mais je ne sais pas trop comment ça marche. Bon. Donc évidemment, ça fait un peu peur. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, on a un problème de crédibilité dans la zone euro. Donc c'est ce qui montre que quand l'euro s'apprécie, on voit bien que c'est un petit peu excessif. Ok, très bien. Donc pour en revenir à l'inflation française, parce que je pense que c'est vraiment ce qui intéresse nos auditeurs et vraiment, enfin, le tout particulier français aujourd'hui qui voit vraiment le coût de ce qu'on appelle le panier de la ménagère qui ne cesse d'augmenter. Les gens, quand ils vont faire leurs courses, ils voient qu'ils achètent les mêmes produits, la même quantité de produits et que ça ne cesse d'augmenter. Alors, est-ce qu'on peut espérer voir cette inflation baisser, comment dire, sur le court terme au moins? Alors, l'inflation effectivement est en train de baisser, mais les prix restent encore extrêmement élevés. Et surtout, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que l'inflation, c'est ce qu'on appelle un panier de biens. Donc, on prend tous les biens qu'on consomme. Mais dedans, il y a des voitures, il y a les ordinateurs, les téléphones, mais ça, on n'achète pas tous les jours. Par contre, ce qu'on achète tous les jours, c'est effectivement les biens alimentaires, et c'est eux qui augmentent le plus. C'est-à-dire qu'on a eu une phase d'augmentation des prix des matières premières, notamment énergétiques. Maintenant, ça s'est calmé. Et là, maintenant, ça arrive sur l'alimentaire. Et donc, c'est vrai qu'on a des augmentations incroyables. Et c'est ça qui fait mal aux Français parce que, si vous voulez, je vais vous donner quelques chiffres très simples. Hein. Depuis les années 90 jusqu'à cette dernière crise-là de l'inflation, on avait une inflation alimentaire, donc des produits alimentaires de 1% par an. Et c'est rien. Là, ça a augmenté de 20% en 1 an et demi. C'est complètement fou. Ce qu'on a fait en 1 an et demi, c'est la même inflation qu'on a eue en 20 ans quasiment. Donc, évidemment, ça, les Français ne sont pas habitués. Donc, ça crée des tensions. Je vais vous donner un exemple simple. Aujourd'hui, par exemple, le prix qui augmente le plus en France, aujourd'hui, c'est le sucre. On est à quasiment 50% d'augmentation. Alors que si on regarde le prix du sucre à la consommation, hein, pas sur les marchés, à la consommation, on achète tous les jours. Si vous regardez le prix du sucre, l'évolution depuis 1990 à 2021, eh bien, ça a augmenté de 26%. C'est-à-dire que c'est quasiment le double. Donc, c'est des choses complètement folles que nous sommes en train de vivre. Et alors, on peut dire, bon, le sucre, ça fait grossir, donc c'est pas très bon. Mais si vous prenez par exemple la catégorie lait, œufs, fromage, là, évidemment, tout le monde plus ou moins en consomme, eh bien, c'est assez incroyable. En 1 an et demi, les prix ont augmenté de 26,5%. En France, hein, je parle bien en Ouais, France, bien sûr. prix à la consommation, c'est-à-dire autant qu'au cours des 22 précédentes dernières années. C'est incroyable. Et quasiment la même chose que sur 30 ans. C'est ça qui ne colle pas, si vous voulez. C'est que nous, en France, on s'est habitué à avoir une petite inflation alimentaire parce que justement, les prix sont réglementés, etc. Il n'y a pas de dérapage sur les biens alimentaires. Et là, évidemment, ce n'est pas du tout dans le business plan, dans le business model, si vous voulez, de la France. Et ce qui est dangereux, c'est que cette inflation, justement, donc, elle est très inégalitaire. Parce que quand on prend, par exemple, le panier de biens de l'inflation moyenne, l'alimentaire, c'est 19%. Mais si vous prenez un ménage modeste, là, le post-alimentation, ça peut monter à 50, voire 60%. Donc, ce qui veut dire que là où les prix augmentent le plus, c'est ce que consomment le plus en part relative les ménages modestes. Donc, c'est pourquoi on a des risques de crise sociale ou sociétale, avec beaucoup de Français qui sont appauvris, notamment la classe moyenne inférieure qui est en train de tomber dans la pauvreté. Et ça, c'est très dangereux pour la stabilité sociale et sociétale de la France. Donc, voilà pourquoi. Bon, alors maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, c'est en train de repartir un petit peu à la baisse, mais on le voit bien, hein, c'est-à-dire, attention, on est toujours très, très élevé par rapport au niveau du prix de 2021 ou 2022. Donc, ça continue effectivement d'augmenter, mais ça augmente moins vite, ça ralentit un petit peu, sachant que, bien entendu, ensuite, on aura, comme il n'y a pas cette consommation, les prix certainement repartiront à la baisse. OK. Alors donc justement, dans cet environnement un peu, on va dire pour le moins compliqué, j'aimerais maintenant qu'on aborde les sujets, qui intéressent aussi les potentiels investisseurs, français. Donc on va aborder un peu le secteur immobilier, mais d'abord sur les marchés financiers, avec donc ces taux qui sont, élevés, l'inflation qui est encore élevée aussi. Quels sont les secteurs à votre avis qui sont, intéressants, qui sont à regarder aujourd'hui en France? Alors déjà, aujourd'hui, vous l'avez dit, je pense que le fait que les taux d'intérêt soient élevés, ça veut dire qu'il faut quand même se repositionner un petit peu sur des placements à taux garantis, si vous voulez, une sorte de poire pour la soif, entre guillemets, en disant, voilà, si jamais demain il y a une nouvelle crise, là au moins on a des taux garantis. Donc c'est vrai que les obligations d'entreprise notamment ou d'État qui servent des taux d'intérêt relativement élevés, si on garde l'obligation jusqu'à son terme, ça veut dire qu'il n'y a pas de risque de moins-value en capital, donc on la garde jusqu'à son terme, on sait combien on va gagner, donc là on peut avoir des taux d'intérêt 4, 5, 6%, c'est quand même pas rien. Alors, c'est que l'inflation, elle est à peu près à ce niveau-là, mais néanmoins, si l'inflation repart à la baisse, ça fera des rendements réels, plus ou moins sympathiques. Donc, c'est vrai que ça, autant il fallait délaisser complètement les obligations il y a
y a quelques mois, là, ça peut redevenir intéressant. Attention, si on les garde jusqu'à leur échéance, si on veut les revendre, alors là, c'est dangereux parce que si les taux d'intérêt augmentent encore, les cours des obligations vont baisser. Donc, il faut être prudent. Donc, là, déjà, c'est un premier point. Après, sur les marchés boursiers, bien sûr, sur le long terme, les marchés boursiers, ça reste les meilleurs placements avec les dividendes investis. Donc ça, il faut bien entendu continuer d'en avoir. Alors là, on en parlait, le secteur alimentaire, notamment aujourd'hui, a le vent en poupe. Donc c'est vrai on a beaucoup parlé du luxe également. Attention, on a des niveaux de valorisation qui sont quand même très élevés. Ça s'appelle les price earning ratio qui sont quand même très élevés. Faire attention là aussi. Donc, mais c'est vrai que moi, j'ai envie de dire, comme on a une récession qui va arriver, attention, ce qu'on appelle les valeurs cycliques également risquent de repartir un petit peu à la baisse. Par contre, on peut toujours jouer effectivement les valeurs, on va dire, plus technologiques, rester un petit peu sur l'énergie, donc sur les révolutions technologiques à venir, donc l'alimentation, l'alimentaire, l'énergie, le numérique qui va quand même revenir un petit peu parce qu'il a quand même beaucoup baissé. Donc voilà, il y a quand même sur les marchés boursiers, mais sur du long terme, effectivement, mais si à court terme, bon, ça sera un petit peu dangereux. Et alors, autre vecteur, bien sûr, l'or, parce que c'est quand même une protection contre les dangers. Donc là aussi, attention, il ne faut pas tout mettre en or. Il faut avoir 10-15% de son portefeuille en or. Et bien sûr, un petit peu d'immobilier, même si, attention, il faut attendre un petit peu, parce que là, ça reste très cher, je pense qu'on va en parler. Donc, mais néanmoins, ça, sur le long terme, ça restera également un investissement porteur. Ouais. Alors juste, j'aimerais revenir sur ce que vous disiez au début sur le marché obligataire. Évidemment, tout ça est en admettant que comme vous le dites, on détient les obligations jusqu'à échéance, mais qu'évidemment, il y a un risque de défaut surtout lorsqu'on achète des obligations de société. C'est des choses qui peuvent arriver aussi. Alors bien sûr, c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre des entreprises qu'on appelle du high yield, ça veut dire des rendements effectivement élevés, mais des entreprises des fois qui peuvent faire faillite. Parce que si elles font faillite, alors là, évidemment, vous n'êtes pas remboursé de vos obligations. Donc c'est pour ça que je vais faire aujourd'hui choisir des belles entreprises, si vous voulez, qui ont quand même des reins solides. Et à ce moment-là, on peut plus ou moins être tranquille. Moi, ne prenez pas non plus des échéances trop longues, parce que là, évidemment, il peut y avoir des mauvaises surprises. Prendre 3 à 5 ans, si vous voulez, avec des rendements sympathiques, voire 7 ans maximum. Mais bon, même 7 ans, c'est un peu long. Voilà, c'est pour un petit peu diversifier son portefeuille, bien entendu. Mais attention, il faut rester extrêmement prudent. Et comme vous l'avez bien dit en début d'émission, déjà, bon, c'est juste des conseils. C'est pas qu'il faut forcément le faire. Puis parallèlement, il faut bien prendre conscience que c'est le couple rendement-risque. C'est-à-dire qu'évidemment, on peut gagner, mais on peut également perdre, tout simplement. C'est le jeu des marchés financiers. Bien sûr. OK. Alors, et donc si maintenant on aborde effectivement le marché immobilier dont vous avez parlé brièvement, on voit clairement que le marché immobilier français baisse. Je pense que vous avez même le détail par ville. Mais quel est donc l'impact pour le particulier français qui voit vraiment d'abord le coût de la vie qui ne diminue pas, on l'a dit, mais en plus pour celui qui détient des biens immobiliers, qui voit la valeur de ces biens immobiliers qui diminue. Quelles sont les décisions à prendre? Comment réagir à cela? Alors bon, c'est vrai, justement, j'ai fait ma dernière vidéo sur ma chaîne YouTube qui est consacrée justement à l'immobilier. Donc bon, on peut effectivement, je ne vais pas tout détailler, mais ce que je dirais, c'est qu'il faut l'avoir sur les revenus sur la chaîne. Et le vrai enjeu, c'est que oui, effectivement, les prix baissent aujourd'hui. Pourquoi? C'est très simple. C'est parce que en fait, les prix avaient fortement augmenté parce qu'on a eu cette planche à billets démentielle, si vous voulez. Donc, il y a ce qu'on appelait l'argent magique, entre guillemets, avec des taux d'intérêt extrêmement bas. Donc les ménages se sont excessivement endettés en pensant que ça allait jamais s'arrêter. Et là, c'est vrai que c'est une responsabilité des pouvoirs publics. Moi, j'ai souvent dit à Bruno Le Maire, il dit, faites arrêter d'augmenter la dette publique. Il faut arrêter. Qu'est-ce qu'il me répondait? Non, mais vous inquiétez pas, c'est financé par la BCE, donc on risque rien. Bon, il faut bien que ça s'arrête. Et c'est en train de s'arrêter aujourd'hui. C'est ça qui a participé à l'inflation. Donc voilà, malheureusement, c'est vrai que beaucoup de ménages se sont énormément endettés. Et aujourd'hui, ils ne peuvent plus accéder au crédit. Alors, la chance qu'on a en France, quand même, c'est que la plupart des taux d'intérêt, ce sont des taux d'intérêt fixes et non pas variables. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour les États-Unis, où les Américains, c'est quand même un peu compliqué, parce que quand les taux d'intérêt montent, eux, ils payent beaucoup plus cher. Donc, ça, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, on n'a pas, heureusement, ça en France. Sinon, là, la baisse des prix aurait été beaucoup plus dramatique. Mais quand même, comme les prix ont été trop loin par rapport à l'évolution des revenus, puis comme vous l'avez dit, l'inflation qui vient casser le pouvoir d'achat, évidemment, les prix sont en train de baisser. Et le drame, c'est que beaucoup de Français qui voudraient acheter, ils ne peuvent pas. Parce que les banques n'octroient pas forcément les crédits aujourd'hui. Non pas qu'elles ne veulent pas, mais elles ne peuvent pas. Parce que comme les taux d'intérêt ont augmenté, et que parallèlement, le coût du risque également des banques a augmenté, globalement, il y a beaucoup de ménages qui n'entrent pas dans les ratios pour octroyer des crédits. Et donc, ce qui veut dire que il n'y a pas, la demande est en train de baisser, alors que l'offre est en train d'augmenter. Donc voilà, donc la demande et l'offre, c'est exactement la règle de base de l'économie. Si la demande baisse alors que l'offre augmente, les prix ont tendance à baisser. Donc qu'est-ce qu'il faut faire si on a de l'immobilier aujourd'hui? Alors bon,
si on est toujours locataire et qu'on a une bonne affaire, bon, il faut en profiter. Aujourd'hui, je conseille effectivement de faire des propositions à la baisse sur les prix si on veut acheter. Pour l'instant, c'est que les vendeurs, ils n'osent pas trop. Ils se disent non, non, je tiens. Mais oui, mais sauf que si demain le chômage augmente, et ce qui va malheureusement se produire, parce qu'on voit que les défaillances d'entreprises sont en train de flamber, eh bien beaucoup de vendeurs seront obligés de vendre. Donc voilà, il faut faire des propositions. Là, j'ai eu beaucoup de réactions justement là, par message ou autre sur la chaîne YouTube en me disant voilà, moi j'ai fait une proposition à moins 15% et le vendeur a accepté. Voilà. Et donc c'est vrai que quand on est locataire, mieux vaut encore acheter à un bon prix, bien entendu. Mais néanmoins, c'est vrai que pour ceux qui doivent encore s'endetter ou autres, il va y avoir une fenêtre de tir, je pense, plutôt d'ici 2 ans, à peu près 18 mois, on va dire, quand les taux d'intérêt vont repartir à la baisse. Comme il va y avoir une récession, après les taux d'intérêt vont arrêter d'augmenter, puis ils vont repartir à la baisse, on va dire en fin 2024, voire 2025. Et là, il y aura, si vous voulez, une fenêtre parfaite, parce que les prix vont baisser et les taux d'intérêt baisseront également. Donc là, on pourra effectivement revenir sur le marché. Après, il y a un autre problème pour les grands investisseurs qui ont énormément investi dans les bureaux, dans les locaux commerciaux, etc. Et là, avec entre le télétravail, etc. et autres, c'est en train de baisser fortement. Donc, il y a beaucoup de fonds d'investissement qui sont en train de vendre, c'est bien, voire de les transformer en logement, donc ça augmente encore l'offre. Donc, ce qui fait que, là aussi, les prix vont continuer de baisser, et c'est généralisé à l'ensemble de la France. Alors, bien sûr, on me sort à chaque fois, oui, mais attendez, il y a un bien rare là à Paris ou dans telle ou telle ville, Aix-en-Provence, etc. Bien sûr, il y a toujours des biens rares, mais attention, là aussi, je veux dire, pendant un certain temps, c'était souvent la mafia russe qui achetait, donc comme ils sont plus là maintenant, évidemment, donc plus personne peut. C'est pas les mêmes qui achètent, mais ce que je veux dire, c'est que même le marché du luxe aujourd'hui commence à s'ouvrir un petit peu parce qu'il y a moins effectivement de demande, tout simplement. Donc, et pour les vendeurs, c'est pareil, il faut pas être trop gourmand, c'est-à-dire si on peut vendre à ce niveau-là, mieux vaut vendre maintenant qu'attendre encore 2 ans et on aura pris moins 15% de baisse, donc c'est quand même dommage. Je comprends. Ok. Ouais, c'est très intéressant. C'est vrai que pendant de nombreuses années en France, il y a eu comment dire, les banques qui ont octroyé des prêts à taux zéro carrément. Donc, c'était hyper facile effectivement d'emprunter et d'acheter des biens immobiliers. Aujourd'hui, la situation est complètement différente. Il y a eu le Corona qui a fait beaucoup de mal. Là, justement de faire l'émission, là, j'ai reçu un message. Et oui, M. vous êtes bien gentil, mais ça fait 3 ans que vous dites que ça va baisser, etc. Alors, c'est vrai que je l'avais dit également en 2008-2007, mais ça a baissé. On a fait moins 7%, effectivement, en 2008-2007. Et après, là, c'est vrai qu'il y a 3 ans. Sauf que, qu'est-ce qui s'est passé en 3 ans? Il y a eu le coronavirus, l'argent magique, la dette publique, la planche à billets. Donc, ça a complètement faussé le marché. Le marché est complètement dévoyé. Ouais. Voilà, donc ça a aggravé effectivement cette bulle. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'investisseurs ne comprennent pas ce qui est en train de se passer, mais c'est tout à fait logique. Vous avez 25 ans que je fais de métier, donc j'ai eu l'habitude, j'en ai vécu des bulles immobilières, des bulles boursières, etc. C'est toujours le même processus, comme on dit, rien de nouveau sous le soleil. Alors c'est vrai que le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que justement, on ne veut plus se faire mal. Donc on l'a eu pendant le coronavirus, donc les autorités monétaires, budgétaires, on lâche l'argent. Oui, mais d'accord, mais après, il faut financer tout ça. Vous voyez, donc là, on est dans la situation aujourd'hui où on doit justement financer tout ça. Le problème, c'est la règle du jeu, parce qu'il y a beaucoup de Français qui n'ont pas compris cette règle du jeu, qui pensaient que ça allait monter indéfiniment, que l'argent gratuit, ça allait continuer indéfiniment. Non, c'est tout le problème, donc il faut arrêter de mentir. C'est pour ça que c'est important d'être optimiste, bien sûr, mais aussi d'être réaliste. C'est ça le plus important. Ouais. Donc justement, vous parlez donc de bulle immobilière qui est un peu, on va dire, en train de peut-être pas d'exploser, mais de dégonfler. Non, dégonfler. Alors attendez, je termine quand même parce que ça remontera après, ça remontera, vous inquiétez pas, parce que l'immobilier c'est un bon placement, donc sur le long terme ça remontera. Mais il faut que le marché immobilier ait une respiration aujourd'hui. Ok. Alors justement, est-ce qu'il y a d'autres bulles que vous voyez se créer? Parce qu'on parle beaucoup en ce moment, j'imagine que vous l'avez suivi, d'une bulle qui est liée à l'intelligence artificielle. On a pu voir la performance extraordinaire de plus de 100% en quelques mois de la société américaine de semi-conducteurs Nvidia. J'aimerais bien vraiment savoir quel est votre avis là-dessus. Est-ce que vous pensez que c'est exagéré ou alors clairement justifié? Parce que nous sommes là devant une réelle révolution. Alors, en fait, si vous voulez, encore une fois, je reviens. On dirait que je suis un papy, même si j'ai été papy pour la première fois depuis quelques semaines. C'est vrai que là, merci, mais j'ai parlé pour le vieux, là, ça m'embête un peu, mais c'est pas grave. Mais c'est vrai que toutes les bulles, c'est tout le temps la même histoire. Enfin, toutes les révolutions technologiques, c'est toujours la même histoire. Ça, bien entendu, c'est une révolution technologique que nous avons là, comme la révolution Internet, comme le numérique, etc. Mais simplement, dans toute bulle,
par définition, et aussi dans toute révolution technologique, pardon, il y a par définition une bulle. Parce que justement, on ne sait pas valoriser les entreprises au départ. Donc, on valorise des sommes complètement folles, et après, ça s'ajuste. Donc, en fait, il faut être honnête, au début, on ne peut pas valoriser. Donc, on ne sait pas, on ne connaît pas l'ampleur de la bulle. Donc, il faut attendre un petit peu de temps pour voir quels sont les heures. Sur les semi-conducteurs, c'est vrai que là, il y aura une demande énorme. Puis, comme il y a une pénurie, là, globalement, c'est vrai qu'il y a de quoi voir venir. Mais néanmoins, c'est sûr qu'il y a une bulle qui est en train de se former. Donc, il faut être prudent. Rappelez-vous toujours le couple rendement-risque. Il y a un rendement élevé, c'est que j'ai un risque. Tout simplement. C'est-à-dire que si je veux gagner beaucoup d'argent, ben, je dois prendre des risques. Si je dois prendre des risques, ben, je dois me contenter de rendements faibles. Si on raisonne comme ça dans sa vie, on n'aura pas trop de surprises. Donc voilà, c'est comme ça qu'il faut voir le monde. Donc évidemment, cette révolution technologique, elle est formidable, mais attention, il y a une bille avec. Alors, quand je dis formidable, il faut quand même faire attention, parce que j'ai vu des simulations qu'ont fait certaines universités américaines sur l'IA, là, ça fait froid dans le dos. C'est-à-dire que c'était des millions de destructions d'emplois, des millions de chômeurs. Et donc, d'après mes sources, ils sont en train de préparer aux États-Unis, alors j'espère que ça n'arrivera jamais, mais de faire une sorte de... Comme il va y avoir des millions d'emplois détruits, donc avec des gens qui seront inemployables. Donc, ils sont en train de préparer une sorte de revenu universel où, en gros, on va vous donner un revenu pour vivre décemment, on va dire, mais vous ne travaillerez plus. Donc ça, c'est horrible. Et c'est la fin de l'humanité, un truc pareil. Vous voyez, donc, il faut faire attention. C'est-à-dire, là aussi, je pense qu'il faut des garde-fous. Mais bon, soyons optimistes, justement, il y aura des garde-fous pour éviter, justement, qu'on en arrive là. Ok. Marc, écoutez, merci beaucoup. Juste, j'aimerais vraiment un petit mot pour la fin, peut-être, comme vous le dites, une petite pointe d'optimisme, parce que Alors, on a touché beaucoup de sujets, mais juste pour conclure. Alors, avec plaisir. Je rappellerai simplement que les crises sont toujours des phases d'opportunité. C'est-à-dire que celui qui baisse les bras pendant la crise, il est sûr de perdre. Donc, je ne vais pas vous mentir, il y a eu des crises, il y en aura encore. Ça ne sert à rien de dire qu'il n'y aura plus de crise. Il y en a toujours. Ça fait partie de la vie économique. Mais ça doit être des opportunités. Donc, quand on a une crise en face à nous, il faut la regarder en face. Il faut prendre des mesures justement anti-crise pour sortir par le haut de ces crises. Et donc, voilà, c'est pour les entreprises avec des stratégies d'innovation. On a parlé de niches, de services, du développement international. Les entreprises, elles peuvent s'en sortir à ce moment-là. Et même pour les investisseurs au sens large, là aussi, on a des moyens justement de prendre ces crises comme des opportunités. Qu'ensuite, ça redémarrera effectivement sur des bases beaucoup plus saines. Donc, c'est ça le but de la finance au sens large, c'est de financer l'économie pour justement avoir une croissance plus soutenue et surtout le but ultime, c'est-à-dire d'avoir du bien-être ou du bonheur économique. C'est du moins tout le mal que je nous souhaite et tout le mal que je vous souhaite. Ok, merci beaucoup. L'économie, c'est toujours un cycle avec des hauts et des bas, effectivement. Exactement. Merci beaucoup, Marc. Je répète encore une fois pour conclure que tout ce qui a été dit durant ce webinaire ne doit pas être considéré comme du conseil d'investissement. Merci, Marc. À bientôt. Avec Et plaisir, à très tous bientôt. nos auditeurs, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Au revoir.